Nous sommes dimanche 15 juillet 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Club de l'Actu. Ce soir, on parle à nouveau des faits marquants de l'actualité durant la semaine qui s'achève. On commence par l'actualité politique avec l'adoption récemment de la nouvelle loi sur la CENI. On va essayer de l'éplucher et comprendre ce qui coince, parce qu'il y a des partis politiques qui s'en plaignent. Certains pensent que des partis dits minoritaires sont ignorés dans cette nouvelle loi. On en parle tout de suite avec des invités de taille qu'on reçoit sur ce plateau, parce qu'on a avec nous Dr Faya Milimouno du Bloc libéral qui va être avec nous tout à l'heure dans l'émission Le Club de l'Actu. On va également parler de la hausse du prix du carburant à la pompe. Cette augmentation était-elle nécessaire? Pourquoi le gouvernement y tient-il tant? La réaction des forces sociales et du syndicat va-t-il faire reculer le gouvernement? C'est autant de questions que l'on se pose. On va répondre à cela tout à l'heure avec des invités comme Al-Hassan Makanera Kake qui est avec nous, également Algassimou Diallo qui est membre des forces sociales. On a avec nous un cadre du ministère du budget, il est économiste. Il sera avec nous dans cette émission. Son nom c'est Bala Camara. Il va répondre à des préoccupations qu'on se pose. À tout à l'heure, monsieur Camara. Donc, c'est ainsi planté le décor de cette émission, le Club de l'Actu. Je rappelle que vers la fin de l'émission, on recevra pour vous le jeune Hamidou Sow. Il est le vice-président du mouvement Osons pour la Guinée. Il va être député à l'Assemblée nationale pour les élections prochaines. Alors, vous le verrez, il est très jeune. Ce sera vers la fin de l'émission. Tout de suite, on y va avec cette image. On se retrouve après pour les commentaires. Je pense que chacun de nous aujourd'hui est concerné et chacun de nous est déterminé à suivre ce mot d'ordre de grève jusqu'à l'aboutissement total de nos revendications. Une grève générale illimitée lundi prochain, une marche verte mardi sur toute l'étendue du territoire national. L'étau se resserre donc autour du gouvernement. La victoire ou la mort, nous vaincrons, a renchéri Louis Mbemba-Souma, secrétaire général de l'USTG. Mamadou Mansaré, président de la commission de négociation de l'intercentrale syndicale, a enfoncé le clou. Le peuple nous regarde. Moi, aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui peut abréger mes souffrances. Oui! Le pharaon a décidé et Moïse et Aaron seront là pour répondre. Dansa Kourouma, représentant des forces sociales, joint sa voix à celle du syndicat. On ne payera pas la facture de la mauvaise gouvernance à la place des gouvernants. Si le taux de croissance est à 8%, ça doit répercuter sur qui? Est-ce que c'est les 4x4 dans la circulation ou des belles maisons? Non! C'est le panier de la... L'inspecteur général du travail l'a appris à ses dépens en assistant à cette assemblée générale. Alia Camara a été hué par les travailleurs en leur demandant de rejoindre la table de négociation. Amadou Diallo a très vite coupé court en martelant « Tant que les 8000 ne sont pas ramenés, pas de négociation ». Une fois encore, bienvenue sur le plateau du Club de l'Actu sur Espace TV. Tout de suite, nos invités, on va les saluer un par un. Algassimou Diallo, bonsoir à vous. Bonsoir Antoine, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes membre des Forces sociales de Guinée. Oui. Voilà. Docteur Al-Hassan Makanera Kake est avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur dans les universités de la place. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous le connaissez, Dr Faya Milimouno, qui a passé un long séjour à l'étranger. Il est de retour dans son pays. Bonsoir à vous, docteur, et bienvenue. Bonsoir Antoine, et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs d'Espace. Président du Bloc libéral, Monsieur Bala Camara est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Antoine. Économiste au ministère du Budget. Merci beaucoup. Bienvenue. Plaisir est pour moi. Voilà, on commence tout de suite par le sujet annoncé à l'entame. C'est l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI. Alors, docteur Alassane Makanera Kake, forcément, vous l'avez constaté avec ces députés qui ont voté une nouvelle loi sur la CENI. Beaucoup s'attendaient à ce que la CENI soit technique, mais apparemment, on la préfère très politique. En fait, en réalité, il fallait une CENI technique. Mais si nous regardons le paysage politique de la Guinée, c'est difficile de mettre en place une CENI technique. Ça, il faut le reconnaître. Pour la simple raison, il est encore difficile d'identifier en Guinée des cadres totalement indépendants. C'est ce qui est difficile à voir.
Et chaque fois, vous avez vu comment vous pensez que cette difficulté d'avoir des cadres indépendants est à la base de cette nouvelle loi? Non, je ne dis pas à la base, je dis en faisant une analyse. Dire CENI technique, on va être confronté parce qu'on sera confronté à la recherche des cadres qu'on peut considérer totalement indépendants. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il y a toujours de suspicion sur tous les Guinéens. Personne n'a confiance à l'autre. Donc, il y a cette suspicion générale qui fait que c'est difficile que les partis, les acteurs acceptent qu'un groupe soit identifié, qui disent qu'ils vont travailler au nom de tout le monde, alors qu'on a vu que la CENI qui a été placée, qui se disait également indépendant, parce qu'il faut suivre l'histoire de notre CENI. Et on a toujours vu en réalité à l'influence de l'administration. Et on ne va pas, mais ce qui me permet de dire ça clairement, c'est la dernière élection communale où on a vu dans certains endroits la CENI s'est désistée carrément au profit de l'administration du territoire. Voici quelques problèmes. Donc pour vous, ces éléments cités peuvent expliquer cette décision ou encore cette élection à l'Assemblée nationale, parce que ça peut influencer, ça peut ne pas être tout, mais je répète, le nombre de commissaires passe de 25 à 17. Bon, en fait, nombre de commissaires, ça c'est un autre élément. Moi, j'aurais souhaité beaucoup plus que cela, parce que l'organe qui doit organiser les élections, il n'y a pas une chose aussi importante pour un pays que les élections. Parce que c'est l'élection qui permet de choisir les dirigeants. Il faudrait donc qu'on trouve tous les mécanismes nécessaires pour cela. Quand on me dit on va ramener à 17, je dirais peu compte tenu de l'argent qui existe déjà au niveau de la CENI. Donc 17, moi je trouverais que c'est peu. Il y a moins de considération qu'on accorde à la CENI. Et quelle appréciation vous faites alors de cette... Globalement, moi je ne suis pas satisfait. J'aurais souhaité que toutes les forces politiques en Guinée puissent directement ou indirectement être dans la CENI. Et en ce moment, parce qu'il ne faut pas dire tout simplement non, tel n'est pas aujourd'hui à l'Assemblée où c'est un petit parti. Pour moi, il n'y a pas de petit parti, il n'y a pas de grand parti. Dès que sur le plan du droit, un parti est légalisé, c'est devenu un parti politique. Il ne faut pas faire partie à plusieurs degrés en Guinée. Donc tous les partis politiques s'équivalent? Tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Et tous les partis politiques doivent être égaux devant les lois qu'on doit voter. Docteur Faya va forcément partager votre avis sur cette partie de la question. Alors docteur, on parle de 7 partis politiques de la mouvance, 7 de l'opposition, 2 de la société civile et 1 de l'administration. Vous parlez de deal politique. Oui, tout à fait. C'est un deal. Il s'agit de voir clairement comment les choses se sont passées. Même pour voter la loi, il y a des députés qui n'ont vu le projet que le jour qu'on a adopté la loi. Wow. Alors, ça, c'est clairement un recul de notre démocratie. Et nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour préserver les acquis. Alors, pour comprendre l'histoire de cette CENI, ou pour comprendre pourquoi la classe politique a réclamé une nouvelle CENI, il faut remonter, n'est-ce pas, à l'histoire de nos élections pendant les 5-7 dernières années. En 2010, on a eu des élections majeures. En 2013, en 2015, et les observateurs étrangers ont fait des recommandations à l'issue de ces élections, parmi lesquelles on a insisté sur la nécessité de voir, parce qu'il y a trop de partisanerie dans notre pays. Docteur Makanera le mentionnait tout à l'heure. On a l'impression que le fait d'être de 2 bords politiques différents, on devient soudain des ennemis qui ne peuvent même plus se dire bonjour. Il faut que ça s'arrête dans notre pays. Et je crois qu'il y a des Guinéens qui constituent cette majorité silencieuse. On entend très peu ceux-là sur qui on peut compter. Il y a des Guinéens qu'on peut sélectionner sur la base de la définition d'un profil clair qui peut faire le travail de la République sans prendre parti. Je crois en cela et c'est ce qui explique le fait que je sois en politique. Donc on a voulu que la CENI soit technique. Et lorsque vous réalisez les accords de 2015, peu avant les élections présidentielles, on a dit qu'il fallait aller vers une CENI technique. Également en 2016, quand on s'est retrouvés, il fallait aller vers une CENI technique. On nous a renvoyé une CENI complètement partisane. Si on choisissait l'option d'une CENI technique, on pouvait même davantage sauver de l'argent.
On peut même avoir 7 ou 8 conseillers ou membres de la CENI. Allez-y au Ghana, c'est 9. Comment comprendre 9 personnalités. cette façon d'agir de député à l'Assemblée? Parce que lorsqu'on parle de 7 membres de la mouvance, je dirais tout s'est joué entre quelques partis politiques, et ça n'a pas été même démocratique au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est ce qui déçoit. Il y a des choses que nous avons par contre, et ça c'est ce qui est important. L'indépendance de la CENI, pour nous, c'est important. C'est fondamental. L'organisation des élections en Guinée, ça se faisait par le ministère de l'administration du territoire. Dr Makanera a mentionné tout à l'heure une démission aux dernières élections au profit du ministère de l'administration du territoire. Et on a vu les résultats, on est encore bloqué 5 mois après le scrutin. Ouais. Alors, lorsque nous voyons petit à petit cette indépendance s'amenuiser au profit du ministère de l'administration du territoire, nous savons et nous avons toujours dénoncé le fait que les urnes en Guinée, on en a 2 paires. La paire qu'on nous présente le jour des élections, quand vous venez voter, et celle qui est par dévers. Maintenant, on dit que l'État, à travers le ministère de l'administration du territoire, va fournir les urnes. Ouais. Combien de paires on va prévoir? Justement, est-ce que cela vous inquiète? Parce que ça nous inquiète à plus d'un titre. Dans cette loi, quels sont les éléments qui, pour vous, prêtent à confusion ou il y a cette question d'allocation du matériel dit lourd. Ouais. Ça, c'est une question qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention parce que si l'indépendance de la CENI nous échappe au profit du retour du ministère de l'administration du territoire, c'est clair que ça va menacer la paix dans notre pays. Il faut le dire clairement. Mais il y a lieu de craindre. Il y a lieu de le craindre. Maintenant, il y a une question que mon frère Makanera a abordée abondamment. Je crois que on n'a pas besoin de regarder le front des gens pour écrire une loi à son image. Non. Et c'est malheureux. En 2003, on l'avait fait dans notre pays. Quand Lansana Conté était déjà malade, il avait un âge qu'on connaissait, donc il fallait faire sauter le verrou dans la Constitution qui limitait l'âge, etc., etc. Et puis finalement, on a sorti une Constitution à son image. On sait la suite. Vous pensez que c'est le cas avec Alpha Condé? C'est le cas avec cette CENI. Bon, oui. On a regardé certains partis politiques, on a dit, bon, qui a participé aux élections de 2013, 2015? On dit, ok, d'accord, on connaît. Parce que qui a participé? Certains pensent que c'est en défaveur de certains partis politiques comme le Bloc libéral, par exemple, parce que d'aucuns estiment que désormais, on saura qui est grand parti, qui ne l'est pas. C'est clair que c'est-à-dire que on aurait pu, il faut arrêter de faire la démagogie dans notre pays. Si on voulait le bipartisme dans notre pays, c'est un général qui nous l'avait proposé. Pourquoi nous l'avons combattu alors? Comprenez? Malgré le fait qu'on disait de ce vieux qu'il était un paysan, soldat, etc., etc., on l'a même taxé de dictateur, il nous a dit, je veux une démocratie avec 2 partis. Nous l'avons tous combattu. Je suis de ceux, parce que depuis 2013, je suis en train de faire la politique dans mon pays, parce que je suis contre le système qui est là et je veux le voir dehors. D'accord. Sinon, la Guinée n'aura jamais le bonheur. Ça nous permet de passer au sujet suivant, celui de l'adoption, non pas de l'adoption, mais plutôt de la hausse du prix du carburant à la pompe à hauteur de 10 000 francs guinéens. Le vendredi, le mouvement social avec les syndicats et les forces sociales ont animé une assemblée générale au cours de laquelle on est passé à la vitesse supérieure. Le mardi, on parle de marche verte et le lundi, grève générale illimitée. Alors là, beaucoup se posent des questions. Pourquoi cette mesure qu'on va qualifier de drastique, M. Algassimou Diallo? Vous savez, au départ, nous avons dit simplement à l'État, il faudrait qu'il comprenne que le mouvement social, et plus précisément les forces sociales qui représentent aujourd'hui tout le peuple de Guinée, n'est pas en train de se lever contre un régime, contre une personne, mais c'est contre un système. Nous estimons que l'augmentation du carburant n'est pas à l'avantage du peuple de Guinée. Depuis des années, ce peuple-là ne vit pas, il survit. Il y a nécessité donc que le gouvernement comprenne qu'il y a des limites à tout. Le peuple ne peut pas continuer à mourir de faim par manque de soins de santé, pendant que le gouvernement vit dans un luxe insolent. Et donc, nous avons dit
qu'au sein des forces sociales, nous n'avons qu'une et unique revendication, le carburant à 8 000. Nous estimons que la question du carburant, ce n'est pas une question catégorielle, qu'il faut s'asseoir et discuter. C'est une question de survie et de dignité pour ce peuple-là. Il y a nécessité que le gouvernement agisse de manière au moins que si tous les services sociaux de base, ils continuent à être incapables à les donner aux populations, qu'au moins les gens puissent manger. Mais le gouvernement pense que vous ne voulez pas discuter. Non. Le gouvernement fait une main tendue pour le dialogue, mais le syndicat et également les forces sociales le syndicat et le gouvernement, excusez-moi, le syndicat et les forces sociales ont abouti hier à la même conclusion lors de notre entretien. On est face à un gouvernement qui est peut-être manipulé de l'étranger. Parce que le Premier ministre... Non, écoutez, le Premier ministre a dit qu'il ne négocie pas par rapport à la question des carburants. Qu'il négocie par rapport à quoi? Oui, il a dit ça aux syndicalistes, qu'il ne va pas négocier et que s'il va perdre son poste à cause de ça, il est disposé à le perdre. Et donc, face à un gouvernement, même en temps de guerre, pour arriver à la paix, il faut des négociations. Nous, au sein des forces sociales, on a dit qu'on n'est pas des gens qui recherchent une table où il faut s'asseoir et dialoguer. Nous sommes mandatés par la population pour demander une doléance à l'État. Quand l'État reviendra à 8 000, s'il veut dialoguer avec des représentants de la population, on est disposé. Nous sommes des cadres compétents à l'intérieur des forces sociales. Il y a des universitaires, il y a des consultants internationaux, il y a des spécialistes sur les questions de carburant, il y a des spécialistes sur les finances. On est disposé à mettre une équipe à la disposition de l'État pour l'aider à trouver des alternatives qui ne soient pas une alternative qui étouffe le peuple. D'accord. Donc, au niveau des syndicats, ils sont arrivés à la même conclusion. Hier, l'inspecteur, bon, il s'est dit qu'il n'est pas inspecteur du travail, mais médiateur. Il était dans la salle et il a dit qu'il venait à titre personnel. Et que lui-même, il aurait regretté que face au gouvernement, face aux syndicalistes, le gouvernement s'est affiché dans une posture où il ne veut pas aller aux négociations. Parce que le gouvernement estime que le carburant pouvait l'augmenter. Mais attendez, si vous avez signé un accord, vous ne pouvez pas revenir de manière unilatérale sur cet accord et vous dites encore que vous n'êtes pas prêt à dialoguer. Jusqu'à maintenant, depuis que la crise s'est déclenchée, est-ce que vous avez entendu le président de la République? Est-ce que vous avez entendu une institution? Il ne s'est pas encore exprimé. Il ne s'est pas prononcé. Vous n'avez entendu aucune institution. Quelques rumeurs disent qu'il n'est pas au courant de cette augmentation. Nous, on aurait voulu l'entendre parce que c'est une question cruciale par rapport à la vie de la nation. Et rapidement, Dr Makanera, on vous a suivi avec cette analyse faite, publiée sur la toile également sur les sites internet. Vous avancez les idées par rapport au fait que le gouvernement n'aurait pas dû augmenter et que c'était à lui plutôt de serrer la ceinture. Bon, pas seulement augmenter. Je le disais la dernière fois ici, le gouvernement peut vendre le carburant à 0 francs de taxe. 0 francs? 0 francs de taxe. Okay. Ça signifie totalement détaxé. Si vous prenez les chiffres que le gouvernement nous communique par rapport au prix de la TSPP, pour 2018, c'est 962,49 milliards. La TSPP, c'est la taxe sur les produits pétroliers. Sur les produits pétroliers. C'est les chiffres que le gouvernement nous dit. Sur une recette, plus de 17 milliards. Ça, c'est d'abord, quand vous faites la proportion, vous allez avoir une idée, ça ne fait pas 1000 milliards. Donc, c'est un problème qui ne fait pas 1000 milliards. Mais allons-y. Le Premier ministre nous dit cette année que quelque part, il y a plus de 600 milliards qui passent en pot de vin. Moins déjà 900 milliards, il y a combien? On se retrouve sur de 400, 300, 400. Il nous a également dit, c'est le gouvernement, qu'à l'OGP, il y a 34 milliards. Moi, et on s'est limité à limoger le... Donc on ne connaît pas les traces. Non, évoluons. C'est des petits raisonnements que la population peut comprendre. À l'OGP, on parle de 34 milliards. Il y a 140 types d'OGP en Guinée. Ils se sont limités à l'OGP. Des épiques. Tout de suite, il fallait aller directement voir comment ça se passe ailleurs. Parce que là où on a vu, c'est gravissime. Une petite boîte, plus de 34 milliards. Alors qu'il y a des grosses boîtes. L'OGC également avec 34 milliards. Il y a l'OGP, l'ARPT, vous avez port autonome, il y en a 140. C'est ce que je veux vous dire. Je vous dis où il faut prendre l'argent. Déjà, si on récupérait seulement ce que le Premier ministre a dit, on enlève ce que l'OGP, on se retrouve à 200 et quelques milliards.
C'est pourquoi je dis seulement ça, c'est réglé. Mais revenons maintenant dans le budget lui-même. Parce que l'une des raisons avancées par le gouvernement, je crois, notre économiste va le confirmer peut-être, c'est le fait que le gouvernement dise qu'il est essoufflé avec les subventions qu'il accorde généralement aux produits pétroliers. Oui, mais c'est ce que je veux justement dire. Vous savez, le budget, on ne peut pas analyser le budget secteur par secteur. C'est globalement, c'est l'unité budgétaire. Vous avez fait une étude là-dessus? L'unité budgétaire. Oui. Je vais juste vous dire, lorsque les recettes sont élevées, ou bien c'est les dépenses qui sont élevées, pour ramener les dépenses au niveau des recettes, pour combler le déficit, il y a deux solutions. La première solution est plus efficace, c'est de réduire les dépenses. Et la deuxième solution, la plus difficile, c'est d'augmenter. Alors que le FMI, depuis dans les années 80, n'a toujours sollicité que la réduction des dépenses publiques. Moi, je suis étonné que le gouvernement nous dise que le FMI demande ceci, que ça ne va pas, ils ont le déficit. Et on n'a jamais parlé de la réduction des dépenses. Quand vous prenez le budget de 2018, vous allez constater par rapport à 2017, il y a une augmentation. Et l'augmentation, si vous rentrez dans les lignes, vous allez lire, c'est la consommation qui augmente, ce n'est pas l'investissement. C'est-à-dire c'est les frais de mission qui ont été élevés, c'est l'achat de carburant qui est élevé, c'est les ensembles non ventilés qui est totalement contre le principe budgétaire qui sont gonflés. Et finalement, ça c'est seulement dans la préparation, vous allez vous rendre compte que dans la préparation du budget en Guinée, l'essentiel des recettes, j'insiste dessus, vous regardez le budget 2010, vous allez vous rendre compte que les recettes fiscales participent à 87,3%. Les recettes non fiscales, 4,25%. Mais s'il vous plaît, avec tout ce qu'on a comme de la richesse, on n'a que 4%. C'est là où il faut pomper. D'accord. Ça, c'est le premier élément. Voilà qui est compris. On peut aller davantage. Tout à l'heure, on va revenir à vous pour d'autres précisions. Alors, M. Bala Camara, vous qui êtes économiste au ministère du Budget, vous réagissez... Excusez-moi, Mamadi Bala Camara. Vous réagissez comment à ces révélations, on va le dire ainsi, de Dr Makanera Kake? M. Makanera, je le comprends, hein, il est dans sa logique. Mais je vais dans une logique financière. Ce qui me plaît, c'est qu'il est financier. Voilà. Et là, je vais vraiment être bien à l'aise dans ce domaine. D'accord. La première chose que je mets sur table, c'est que nous voulons construire en République de Guinée un État sérieux, un État-providence, mais un État-providence efficace. Il sait de quoi je parle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et puisqu'il s'agit de cela, le contexte qui s'y prête est comment? Il faut comprendre d'abord le contexte. Il est d'abord d'un environnement international, il est d'abord conjoncturel maintenant, et il est d'abord soutenable dans la structure de l'économie. Jusque-là, je ne vous suis pas. Soyez plus précis, monsieur. Oui, c'est ce que je te dis. Allez-y. Oui, c'est ce que je dis. Oui. On parle d'augmentation du prix du carburant. Je crois que je parle dans un milieu quelle explication, un peu plus je évolué. Que vous vouliez aller du général en particulier, mais de la compréhension des téléspectateurs, il y a une augmentation du prix du carburant qui a été faite. D'aucuns estiment que ça n'aurait pas dû se faire. Vous avez quoi à expliquer pour justifier cette augmentation? Justement, c'est là que j'explique. Allez-y. Je dis d'abord le socle de ce que je voudrais poser comme base de raisonnement, c'est que je veux un État-providence efficace et sérieux. Qui parle de l'État-providence veut parler de l'interventionnisme de l'État. Mais dans quelles conditions il faut intervenir? Dans les recommandations de FMI, parce qu'il s'agit de cela, prioritairement, j'ai suivi avec intérêt M. Makanera. Je suis vraiment marqué par son point de vue. Il s'agit d'un environnement où le prix du pétrole a évolué. Vous êtes un commerçant. Vous avez une conjoncture internationale qui s'y prête. M. Al-Gassimou dit que c'est plutôt le gouvernement qui doit serrer la ceinture. Je suis d'accord. Mais quand vous parlez des produits pétroliers sur lesquels il faut agir, d'abord, comment ça a évolué? 46 $. Vous aviez 10 000 francs. À un certain moment, le prix du pétrole à la pompe était 10 000 francs en République de Guinée. En 2014. En 2014. Le prix du transport moins était 1 500 francs. Quand le gouvernement a constaté une baisse à l'échelle internationale, on est passé à 9 000 francs à la pompe. Et cela, le pétrole, comment j'appelle, le transport de tronçon moins est resté toujours à 1500. 1300. Non, oui, c'est ce qui est officiel. Oui. Même l'économie guinéenne suit des soubresauts de politique monétaire pas possible, que vous connaissez un peu. Deuxièmement, on passe à 8000 à la pompe et vous êtes toujours à 1500. Donc, il y a un problème.
quand vous avez subventionné et que le pouvoir d'achat n'a pas changé, vous avez un problème, une interrogation que vous vous posez. Et c'est là le socle du raisonnement sur lequel le FMI a fait ses bases de recherche. Jusque-là, ça n'explique pas l'augmentation du prix du carburant. Non, ça peut expliquer. Ça peut expliquer. Parce que oui, je vous donne 10 000 francs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. On subventionne pour qui? Pour la population. Je dis, il est à 10 000 francs. Il paye à 10 000 francs. Il paye à 10 000 francs, c'est 1 500. Il paye à 9 000 francs, c'est 1 500. Mais comment il paye à 8 000 cette francs. Augmentation? Oui, mais monsieur Antoine, je voudrais que tu me donnes la chance, de m'exprimer parce que c'est un raisonnement logique. Il est précis. Oui, mais il est plus précis. Il est précis. Il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Il est précis. Voilà. Donc, l'environnement international qui s'y prête, c'est que le prix du pétrole maintenant vole en éclats. On quitte 57 $ pour atteindre aujourd'hui environ 67 à 78 $. Et c'est, naturellement, celui qui connaît le pétrole, il flotte, comme étant l'or. Vous avez un raisonnement sur lequel M. Makanera dit que les dépenses croissent. C'est normal. Quand vous avez un taux de croissance de la population qui est de 2,7% annuel, la demande, elle va croître. Cela ne veut pas dire que c'est une recondition tacite qu'il faut faire, toujours par une politique de réduction des charges publiques de l'État. Ce n'est pas évident. Donc, quand on élabore une politique budgétaire dans ce sens, vous êtes à mesure de voir quels sont les moyens avec lesquels vous partez. Mais donc, premièrement, c'est un peu trop technique, M. Camara. Mais non, je suis dans un débat technique. Non, mais c'est ça technique. Mais pour ceux qui nous suivent comme téléspectateurs, beaucoup parmi eux ne comprennent pas ce que vous dites, M. Camara. Non, monsieur. C'est plus simple. Dites-nous clairement, le gouvernement a augmenté le prix du carburant. Pourquoi? Est-ce parce que le baril sur le marché mondial a l'explication la plus simple, c'est que sur le marché international, vous payez le pétrole à 57 $, vous le payez maintenant à 78 $. Donc cette augmentation, s'il y a une augmentation du prix du pétrole sur le marché international, il y va de soi qu'il y aura cette augmentation. C'est ne pourrait-on pas prendre cela ailleurs? C'est la question que beaucoup se posent. Voilà, maintenant par rapport à la résolution du problème, c'est ça le problème. Donc vous m'avez dit de vous donner l'explication la plus terre à terre. C'est que vous payez quelque chose que vous importez dans votre pays, vous l'avez payé à 57, il a cru jusqu'à 70% moyenne. Maintenant, quand il y a un taux d'accroissement de 70% en moyenne, vous faites quoi? Vous faites un ajustement. Donc, le premier raisonnement sur lequel il faut partir, c'est cela. Par rapport maintenant à la question de subvention, c'est que l'État, c'est une rénonciation de certaines taxes que l'État fait et qui amène à ce que ces recettes soient amenuisées. Et dans ces conditions, les institutions de Bretton Woods, qui sont nos partenaires, parce que le budget de la République de Guinée souffre de 40% de financement extérieur, il en est de force qu'il fasse des recommandations. C'est qu'il y a une mission du FMI. Le FMI n'a que 3 missions essentielles. L'assistance technique, l'assistance financière et puis la question de surveillance. Donc la Guinée, à ce niveau, a obéi à une injonction du FMI. Non, oui, naturellement, il y a deux choses. Vous repudiez, vous rejetez les propositions du FMI, c'est pas grave. Vous êtes un État indépendant, vous pouvez progresser et vous pouvez travailler comme vous voulez. Ou bien, vous acceptez ce que le FMI veut et puis vous collaborez. Mais Dr Makanera pense que l'État... Maintenant, par rapport à la résolution... L'État aurait pu, selon lui, ne pas augmenter le prix du carburant. Il parle de zéro taxe. On aurait pu prendre cela ailleurs. C'est ce que je dis à M. Makanera. Certaines épiques et de certaines autres régies financières à partir desquelles l'État aurait pu compenser cela. J'ai dit à Makanera une chose qu'il doit comprendre. Je dis, je veux un État-providence efficace. Et par cela, déjà entendu, monsieur et par cela, je veux que l'État intervienne dans un État de ce type. Et l'intervention de l'État doit être moindre. Il pense que le budget de l'État... Il dit qu'il souffre. Il y a trop de dépenses inutiles. Mais il a la loi des finances. Je lui ai dit, la dernière fois, quand il était en train de parler, 2017-2018, j'ai même oublié, j'ai pris 2017 à la place de 2018. Les deux étaient collés. Mais je voulais lui remettre le 2018 pour l'aider, puisqu'il est membre des forces sociales. Il a étudié les différents pays. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je connais bien M. Makanera. On enseigne dans la même université. Le débat n'est pas à ce niveau. Voilà, c'est ça le problème. Donc je dis qu'il prendra avec lui, qu'il parte avec les forces sociales, il trouvera des techniciens du ministère du budget, il va les aider, comme il l'a dit, M. Algassimou, et il va leur dire, c'est ici qu'il faut enlever, et c'est ici qu'il faut même. Docteur Faya Milimono, ça me fait dormir. C'est un économiste, trop technique. C'est un économiste. Moi, je suis un pédagogue. Allez-y, docteur. Moi, je me pose la question. Vous réagissez comment? On a augmenté le prix du carburant. Est-ce que le Guinéen sera en mesure d'acheter un pain le lendemain?
Au moment où tous les ponts se sont donné rendez-vous pour s'écrouler dans notre pays, est-ce qu'il quittera Conakry pour arriver à Guékédou? Et combien va-t-il payer? Toutes ces technicités-là, j'aimais Lansana Conté parfois pour dire aux techniciens, on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour dire la vérité entre ses deux enfants. Ouais. Ici, il y a un problème. L'État guinéen est privatisé. C'est un mauvais système qu'il faut abattre. Quelqu'un est directeur de quelque chose, il travaille pour lui. Tout ce qu'il collecte comme taxes, comme impôts, il empoche. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque nous avons entendu parler d'augmentation, on a dit, le Premier ministre nous a promis une redistribution des richesses, des fruits de la croissance. Ironiquement, j'ai lu l'écrit de mon frère Makanera qui a dit, ouais, c'est une décroissance, donc s'il y a fruit, c'est que tout le monde va davantage serrer la ceinture. Nous nous sommes assis dans notre parti, nous avons analysé la question, on a condamné, n'est-ce pas, la décision du gouvernement, et nous ne sommes pas limités là. Nous avons fait des propositions qui vont en ligne avec ce que Makanera a proposé, dans des grandes lignes. Aujourd'hui, il y a trop de dépenses de souveraineté dans notre pays. Monsieur, dans votre budget, ça apparaît. Je vous ai entendu même dire de diminuer le nombre des membres du gouvernement. Oui. C'est clair. Oui. Écoutez, il y a des gouvernements qui à peine atteignent 20. Quand vous allez aux États-Unis, c'est le pays le plus développé économiquement. Ils n'ont pas 20 ministres. Vous comprenez? En Guinée, nous avons 35 avec le Premier ministre Kassouri Fofana. Nous en avons une autre quarantaine de conseillers avec rang de ministre avec le président de la République. Ça nous coûte cher, ça. Il faut des VA, il faut des plantons, il faut des chauffeurs, il faut des militaires pour les garder, etc., etc. On peut se débarrasser de tout ça. Diminuer le gouvernement, ça nous sauve de l'argent et ça laisse le peu que les Guinéens ont pour avoir un pain dans leur poche. Alors, comment... Diminuer, n'est-ce pas, les voitures grosses cylindrées données aux directeurs, même aux directeurs de sous-section en Guinée qui font le clando jusqu'à 2h ou 3h du matin avec le carburant donné gratuitement par le contribuable guinéen. Je vais vous rappeler que quand j'ai vu tout à l'heure cette belle photo de Alassane Ouattara, il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire dans les années 90. Quand il est venu pour redresser la situation économique de la Côte d'Ivoire, il a vu que le parc automobile de l'État ivoirien était trop maus et ça coûtait trop cher à l'État. Il en a mis aux enchères beaucoup de véhicules. Vous comprenez? Ça peut sauver de l'argent. On fait des exonérations. On n'en a pas, j'ai lu dans l'article. Comment est-ce qu'on peut avoir un nombre de sociétés minières explosées dans notre pays et que la taxe que nous collectons de leurs activités diminue tous les ans? Où est-ce que l'argent va? Il faut arrêter les exonérations. On a dit également, le Premier ministre nous a promis qu'il allait s'attaquer à la lutte contre la corruption, la gabegie financière. Je crois que c'est la direction qui devait directement attaquer. Toutes les entreprises publiques dans notre pays ici, qui sont privatisées, où les directeurs mettent l'argent dans leur poche et puis ils achètent des grands boubous, construisent des villas, pendant que le peuple est en train de... On a attaché la ceinture. Ça a déjà commencé parce qu'il y a deux directeurs déjà qui ont été relevés de la fonction. Attendez, ça c'était déjà avant même la nomination du Premier ministre. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été amorcé par le gouvernement Yula. On voulait des actes agressifs. Est-ce que pour vous, une mesure d'austérité s'impose en Guinée? Vous auriez vu les forces sociales, même les partis politiques, en tout cas l'OMIA, on a vu à la marche citoyenne. Applaudir le gouvernement si on s'attaquait effectivement, comme on l'a dit, à la corruption dans notre pays, à la gabegie financière dans notre pays, si on s'attaquait à ces questions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors docteur, est-ce que comme au Gabon, en Guinée, une mesure d'austérité s'impose? Parce que mais Gabon, ça s'impose. La présidence a supprimé pratiquement 40% des postes à ce niveau-là. Ça s'impose. Nous ne vivons pas... Je vais vous dire, quand vous regardez comment nous vivons dans notre pays, c'est insolent. Je commence par dire, même le CNT ne nous a pas fait un bon travail. Parce qu'on nous a donné des institutions qui sont inutiles et qui sont tous aujourd'hui dans des édifices privés qui coûtent des milliards tous les ans à l'État guinéen.
Vous comprenez? Quelle est la seule institution qui est dans un édifice public? Peut-être la Cour suprême. La Cour constitutionnelle, c'est où? C'est vrai. Conseil économique et social, c'est où? Médiateur de la République, il fait la médiation de quoi? Vous comprenez? Je vais vous dire, nous sommes venus en politique, c'est pour abattre ce système. Les Guinéens doivent nous comprendre. On a besoin d'un système simple, restreint, efficace, pour servir le pays. Ce n'est pas pour se servir. Tant aussi longtemps qu'on va continuer à tourner en rond dans ce système-là, quand on a un cancer, Antoine, on ne met pas du mercurochrome, on coupe, on ampute, sinon ça atteint les autres membres et vous mourrez. Si nous ne voulons pas voir la Guinée mourir, eh bien, il faut amputer. Et moi, je m'attendais, quand j'ai écouté le Premier ministre devant les députés, dire qu'il va s'attaquer aux vrais problèmes et qu'il allait effectivement le lendemain s'attaquer aux vrais problèmes. Mais à la moindre des choses, on dit, alors chercher dans les... Mais ça n'existe plus. Depuis 2010, on demande aux Guinéens d'attacher la ceinture. On va avoir le PPTE, vous allez un peu détacher. On a eu le PPTE il y a longtemps. Attendez, quand ça va se faire, non, les Guinéens n'arrivent plus à trouver le pain. D'accord. Alors, M. Algassimou, avant qu'on ne vous libère, dites-nous, c'est quoi la marche à suivre désormais? Parce qu'on a entendu parler de marche verte qui aura lieu le mardi, de grève générale illimitée que va déclencher le syndicat. Aujourd'hui, on en est où par rapport à tout cela? Expliquez-nous un peu. Parce que selon le constat, il semble que la population ne vous suive plus. Les gens ont repris les activités les plus belles, les embouteillages ont repris, et les gens se sont apparemment accommodés à ce prix de carburant à 10 000 francs guinéens. Non, pas du tout. En fait, pour lutter, il faut de la stratégie, et la stratégie est en train de se définir. Écoutez, au niveau des forces sociales, nous avons vu la paralysie que nos activités ont créée au niveau de Conakry. Quand nous avons lancé l'appel aux journées Ville morte, vous avez vu que la ville était vraiment morte. Et quand nous avons appelé à la manifestation s'est déroulée avec une mobilisation impressionnante. Et tout cela prouve que la population est derrière nous. Mais nous sommes conscients que les Guinéens vivent du quotidien. Et derrière nous, il y a aussi des opérateurs économiques. Et en dehors de ça, il y a nécessité de peaufiner la stratégie, notamment... Quand vous dites derrière vous, ça signifie quoi? Ça veut dire que nous travaillons avec eux. D'accord. Aujourd'hui, vous avez vu le GOA, tous les opérateurs économiques de la Guinée sont derrière... Mais ils ne financent pas la cause. Non, on n'a même pas besoin de financement. D'accord. Voilà. On n'a pas besoin de financement, on travaille à la mobilisation des populations et on porte une revendication. Le gouvernement doit revenir sur sa décision. Et ça, à partir de la semaine prochaine, vous verrez que c'est une série de marches, une série d'actions légales, mais qui vont paralyser totalement le secteur économique et qui va pousser l'État à revenir sur sa décision. Si jamais il ne revient pas, on continue à réfléchir. Ce sont des intellectuels qui sont au sein des forces sociales. Nous userons de tous les moyens légaux que la Constitution nous confère pour montrer à cet État-là que quand le peuple veut, il peut. Mais comment et le peuple veut maintenant que ce gouvernement comprenne qu'il n'est plus prêt à serrer la ceinture. Comment ferez-vous pour éviter qu'on passe de la force sociale à la force politique? Parce que apparemment, les politiques ont tendance à vouloir s'en mêler. L'opposition qui veut marcher le jeudi prochain, et vous êtes dans une dynamique de marche à répétition. Comment ferez-vous en sorte de faire la différence entre les politiques ont leurs problèmes. Ils continuent à revendiquer par rapport à leurs problèmes. Nous, des forces sociales, les syndicats ont leurs problèmes. On continue à revendiquer. Et nous travaillons tous à défendre un même peuple. Et ce peuple-là est fatigué de cette gouvernance. S'il y a une augmentation du carburant, c'est dû à la corruption, c'est dû à la mauvaise gouvernance, c'est dû à la cherté de la vie, c'est dû au fait que l'État est en train de fonctionner de manière insolente. Et dans ce pays-là, il n'y a plus de budget d'investissement, il n'y a que de budget de fonctionnement. Ça, le peuple est fatigué. Et donc, nous mettrons toutes les actions nécessaires. Et vous serez surpris à partir de lundi, combien de fois Conakry et toutes les villes de l'intérieur seront dans la dynamique des forces sociales. Voilà qui a entendu Algassimou Diallo, je rappelle, membre des forces sociales de Guinée, qui était avec nous dans cette émission, le Club de l'Actu. Tout de suite, à sa suite, on aura le jeune, notre ami, j'oublie le nom, je crois que c'est Ami Dousso, qui est le vice-président du mouvement